Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour zonebourse.com et nous sommes aujourd'hui le mardi 15 mars 2022. Le Covid fait rage en Chine où des milliers, des millions d'habitants sont désormais confinés. La guerre fait rage aux portes de l'Europe, le conflit continue entre l'Ukraine et la Russie et une récession pourrait poindre à horizon quelques mois, nous y sommes même peut-être déjà. Malgré tout cela, nous allons essayer de garder un petit peu le sourire, un peu d'objectivité, de prise de recul, d'explication pour comprendre ces marchés. Et on verra que sur certains secteurs on continue de monter et que sur d'autres on résiste relativement bien. Donc voilà, c'est l'heure des marchés en action, je suis très heureux de vous retrouver, j'étais un petit peu malade la semaine dernière donc j'étais en pause. J'en profite pour vous dire que dans les 2 semaines à venir, je vais avoir des déplacements en province, notamment pour des conférences. Du coup, les 2 prochaines émissions du mois de mars se feront les mercredis. Et la première quinzaine d'avril, je serai en vacances, une vraie pause de 15 jours que je n'ai pas fait depuis plus d'1 an maintenant. Et qui est amplement nécessaire après ces dernières semaines absolument folles. Allez, c'est parti. Un avertissement sur les risques. Pour commencer, les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne constituent pas des conseils en investissement. Vos rendez-vous sur Zone Bourse tous les matins avec Anthony Bondin, bien évidemment, version écrite mais aussi version podcast si vous êtes dans la voiture. Tous les jours, vous avez Planète Bourse avec Roxane Nojac, pas cette semaine puisque notre chère Roxane est en vacances. Et tous les mardis, donc les marchés en action, mais je vous le rappelle, donc les 2 prochaines émissions se feront les mercredis. Au sommaire, un focus marché pour voir quels sont les derniers développements. Un gros paquet top flop macro avec 22 graphiques à expliquer et ensuite l'analyse graphique des indices et d'une sélection d'actions avec les stars du moment, du trend following, des actions qui résistent et des valeurs étrangères. On commence par le focus marché. Bon, le sentiment de marché concrètement c'est there is no future. Que ce soit les gérants avec lesquels je discute, certains membres de mon équipe, des traders avec qui je discute au quotidien depuis des années, c'est la déprime. Voilà, donc partageons au moins ce sentiment, nous sommes tous dedans. C'est difficile de lire les réseaux sociaux, déjà que c'était compliqué avec le Covid et la politique, mais alors là on nous rajoute carrément un conflit. Donc il faut prendre du recul, il faut savoir se couper des écrans, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, il faut savoir faire une pause et ne pas forcer dans des marchés qui sont un petit peu particuliers, puisque comme vous aurez pu le constater depuis une semaine, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Il n'y a pas d'avancée dans le conflit, la Chine se ferme, les risques récessifs augmentent et pourtant, depuis une semaine, le CAC 40 petit à petit remonte. On est repassé de 5800 points à 6300 points, on a repris 10%. Et les marchés ont envie de croire à des jours meilleurs. Je ne sais pas si c'est se voiler la face ou être optimiste, mais on va choisir d'être un petit peu optimiste, en tous les cas sur certains pans du marché action. Le cadre actuel, c'est le phobie, c'est nouveau, la phobie, la peur, pour Fear of Being Invested. En fait, la semaine dernière, effectivement, on lisait les news, on avait envie de se dire qu'il fallait quitter les marchés financiers, arrêter d'investir, arrêter de croire en l'avenir, dans le futur. Et pourtant, la planète financière, la planète boursière continue de tourner. Et il y a des sociétés qui tirent leur épingle du jeu, qui sont moins impactées par les guerres, moins impactées par l'inflation, qui ont plus de récurrence, et c'est peut-être ça qu'il faut rechercher. En tous les cas, voilà, je peux comprendre qu'on soit dans un cadre où c'est difficile de s'investir. On peut lever le pied, on peut être plus sélectif, mais on notera qu'il y a quand même quelque chose à faire.
Les investisseurs n'ont jamais été aussi inquiets pour les perspectives de croissance mondiale depuis la crise financière de 2008, ce qui les a conduits à porter la part des liquidités dans leur portefeuille à son plus haut niveau depuis 2 ans, montre une enquête de Bank of America Merrill Lynch auprès de gérants de fonds. Alors c'est ça qui est très spécial si vous voulez, parce que quand on regarde les valeurs de croissance du Nasdaq, il y a plus de 50% des valeurs du Nasdaq qui ont perdu plus de 50%, et un bon nombre c'est 70, 80, 90%. Les gérants ont beaucoup de cash et les gens ont peur. Et malgré tout, on a des indices qui paraissent relativement hauts, ce qui fait peur et ce qui donne pas envie d'acheter. On se dit tous que le marché a 20% de plus à perdre. Et c'est là où soit il manque un déclencheur du type nouvelle vague de Covid, ou bien la situation qui s'envenime entre l'Ukraine, la Russie et peut-être certains voisins. Soit en fait on n'arrive pas à se rendre compte qu'on a déjà corrigé de 20% par rapport au plus haut, que les perspectives sont pas génialissimes, mais qu'on attend toujours des résultats d'entreprises pratiquement sur leur plus haut historique, et que même si on avait une petite récession sur les économies, certaines sociétés continueraient de sortir des chiffres extrêmement élevés. Donc voilà, c'est assez spécial comme situation. La résurgence de l'épidémie de Covid-19 en Chine pèse sur les cours de l'énergie et des matières premières, et ça on va pas s'en plaindre. Avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie, les prix des matières premières s'étaient littéralement envolés, mais la Chine vient contrecarrer ce mouvement parce que la Chine se ferme, la Chine arrête de consommer, ses usines arrêtent de produire. Et donc la demande sur l'énergie et les matières premières chute drastiquement. Bien évidemment, vous ajoutez ce facteur-là aux inquiétudes liées à l'Ukraine et à la prudence des opérateurs avant la décision de la Réserve fédérale américaine, la Fed, et vous comprenez pourquoi les marchés sont grippés ces derniers jours. Malgré tout, il y a sur l'Eurostoxx 600 une petite partie des valeurs qui surperforment depuis le début du conflit. Bien vous en doutez, c'est l'armement bien évidemment qui surperforme le tout, et on notera aussi les énergies renouvelables qui tirent leur épingle du jeu parce que il va falloir être moins dépendant énergétiquement de la Russie dans les années à venir. Donc a priori l'Europe va développer le renouvelable. On entend déjà parler de projets. Hier soir, je lisais que Jean Castex avait annoncé le lancement de 2 grands projets éoliens en mer Méditerranée. Je pense que ce n'est que le début d'une longue série d'investissements en Europe dans ces 2 secteurs, armement et énergie renouvelable. Le pétrole WTI fait des écarts historiques, on aurait dit une crypto-monnaie. On est passé de 90 $ à 130 $ avec le conflit ukrainien, et étant donné que les tensions à ce sujet sont un peu retombées, puis qu'en plus il y a le Covid qui a fermé la Chine en partie, on se retrouve à faire le yo-yo et à revenir de nouveau sous les 100 $. De toute façon, vous le verrez dans les graphiques macroéconomiques, en fait, souvent une explosion du pétrole, pas du dollar, une explosion du pétrole engendre une récession qui engendre un ralentissement qui engendre une baisse des matières premières. Donc en fait, quand les matières premières explosent trop vite, ça veut dire qu'elles vont aussi fortement baisser par la suite. C'est ce qui se passe en tous les cas historiquement. Les métaux précieux, même chose, on retrace la hausse récente. L'or avait atteint son plus haut historique à 2070 $ de mémoire, et on a reflué sous ce seuil. Même chose sur les cours de l'argent, on consolide. Les métaux précieux ont montré quand même leur pertinence en tant que refuge pendant les périodes de troubles politiques, et on se dit que dans le monde de demain, pour les années à venir, on a envie, enfin en tous les cas c'est mon cas, d'avoir une part d'actifs refuges en portefeuille. Me concernant, moi j'avais 20% d'or dans l'ensemble de mon portefeuille, donc même si j'ai pris un peu la baisse sur certaines valeurs de mon portefeuille, j'avais ma ligne d'or qui a gagné plus de 15% et qui couvrait une partie de cette baisse.
Le Bitcoin, monnaie de conflit, point d'interrogation, la question se pose. Il y a apparemment beaucoup de Russes qui auraient essayé de sortir de l'argent, de changer leur rouble via du Bitcoin. Ça marche aussi pour les Ukrainiens, puisque grâce au Bitcoin, les Européens, enfin des personnes du monde entier ont pu envoyer de l'argent en Bitcoin à l'Ukraine. En fait, jusqu'ici, le Bitcoin, il était utilisé dans des pays où ça partait complètement à volo. Quand c'est parti, notamment à volo au Venezuela ou en Turquie. Quand la monnaie est dévaluée pratiquement toutes les semaines et s'effondre, eh ben, le Bitcoin est un moyen de switcher et on va dire de se réfugier un petit peu. Est-ce que c'est ça qui le fait tenir actuellement? Je ne sais pas, mais ça peut y participer. On notera que le Bitcoin était très corrélé avec le Nasdaq ces derniers temps. Par contre, depuis une semaine, le Nasdaq continue de baisser et cassait ses plus bas, enfin travaillait ses plus bas d'il y a une semaine, 10 jours, hier soir, alors que le Bitcoin, lui, a parfaitement tenu à l'horizontale. Donc, encore un point positif pour le Bitcoin. Et ça ne me fait que penser que pour l'investisseur de demain, eh ben, il faut être diversifié en métaux précieux parce que c'est des refuges, il faut être diversifié en crypto parce que c'est un actif risqué mais qui peut avoir des périodes de surperformance intéressantes. Donc je pense que l'investisseur moderne doit comprendre qu'il doit avoir des actions, mais aussi des métaux, mais aussi des cryptos. On va passer au top flop. À gauche, les scénarios d'UBS. Si très rapidement ça se calme entre la Russie et l'Ukraine, UBS entrevoit un retour du S&P 500 sur ses plus hauts annuels et historiques. Si l'incertitude continue entre la Russie et l'Ukraine, certains officiels parlaient ce matin d'une fin de conflit qui ne pourrait intervenir qu'au mois de mai, donc dans 2 mois, on pourrait remonter graduellement mais moins vite. Si au contraire ça part en sucette, passez-moi l'expression, on risque d'aller 15% plus bas. Goldman Sachs aussi nous livre ses prévisions. Si le 10 ans américain ne s'envole pas et l'inflation reste contenue autour de 6,5%, c'est le scénario le plus haussier qui soit, Goldman Sachs entrevoit un S&P 500 qui casserait ses plus hauts annuels et qui s'envolerait même de 10-15% sur l'année. Inversement, si le 10 ans s'envole et que l'inflation ressort sur l'année à plus de 7%, pratiquement 8%, ça voudrait dire qu'on peut aller vers 3900 points, soit 10% de baisse supplémentaire. Si on parle d'un scénario typique de récession, c'est 30% par rapport au plus haut et c'est un retour vers les 3600 points. Donc en gros, on est passé de 4007 à 4002. La question c'est, est-ce qu'on a fait l'ensemble d'une correction avant de repartir ou est-ce qu'on en a fait que la moitié? Et ça, on va le voir avec les chiffres de l'inflation, la retombée ou non des matières premières, la retombée ou non des tensions Ukraine-Russie et la vitesse à laquelle la Chine réouvrira. On notera des mouvements totalement historiques sur les matières premières, que ce soit agricole à gauche sur le blé ou à droite sur le nickel. Sur le blé, on a gagné 50% en une semaine. Les volumes d'échanges sur le blé ont battu tous les records de toute l'histoire des marchés financiers. Sur le nickel, c'était du grand n'importe quoi. On se serait aussi cru sur une crypto-monnaie avec des cours du nickel qui sont passés de 20 000 à 100 000 en une journée. Tranquille, avec en plus la bourse qui a été fermée, qui n'a toujours pas réouvert, parce qu'il y a un géant chinois qui était short, qui s'est fait coincer, et qui a réussi à négocier, je pense parce qu'ils doivent avoir des sacrés appuis politiques, le fait que la bourse soit fermée et que certaines transactions soient carrément annulées. Mais ce genre de mouvement-là, sur les matières premières agricoles et les métaux, nous montre à quel point notre système, nos économies, qui reposent sur une énorme consommation de matières premières, peuvent être fragilisées
et ce, très rapidement. Graphique intéressant de Fidelity sur les matières premières et sur le CRB index, mais à très très long terme. On part carrément de 1870, on a un creux majeur dans les années 30, et ensuite on a des vagues de hausse, des vagues de consolidation qui peuvent durer 20 ans, vagues de hausse, vagues de consolidation, vagues de hausse, et là voilà, on casse les plus hauts historiques sur le CRB. On espère qu'on est dans une latéralisation qui va encore durer et que ça va se calmer, mais on gardera en tête que dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans qui viennent, on arrive dans un monde où la raréfaction des matières premières va commencer à sérieusement se faire sentir. C'est la raison pour laquelle on a eu des flux absolument énormes dans tout le secteur matières premières, métaux de base. Ici, c'est un graphique de Bank of America Merrill Lynch qui montre qu'on a eu des flux historiques dans ce secteur. L'Europe est totalement dépendante du gaz et du pétrole russe. Vous avez ici donc les imports par pays en gaz et en pétrole venant de la Russie. Vous voyez que l'Allemagne, c'est 65% du gaz allemand qui vient de Russie, donc il n'est pas vraiment question de couper le robinet. En fait, on a pris des sanctions contre la Russie, on les a coupés de SWIFT et de toutes sortes de choses, sauf qu'on a laissé dans SWIFT la possibilité de leur payer le gaz et le pétrole. Sachant que c'est une grosse partie de l'économie du PIB russe qui dépend des matières premières, en fait, on a pris des sanctions, mais c'est pas si fort que ça. Tout simplement parce que si on avait coupé le robinet, les prix auraient encore doublé. Et vu que les gens payent 2,10 €, 2,20 € à la pompe en ce moment, si on fait doubler les prix, là, va y avoir soulèvement, gilet jaune, puissance 10. À droite, fait intéressant, en février, les gens qui pensaient que l'inflation était permanente étaient à 40%. Maintenant, c'est 51% des gens qui pensent que l'inflation va être permanente. Il y a plus de gens qui pensent que l'inflation va être permanente que transitoire. Et je pense que tout le monde a raison. C'est-à-dire que une fois qu'on a atteint les pics des matières premières, peut-être la semaine dernière, je l'espère en tout cas sur le nickel, le blé, le pétrole, et maintenant que ça redescend, je pense qu'il y a une partie de l'inflation qui est transitoire et qui devrait se résorber. Par contre, je pense que ceux qui pensent qu'elle sera permanente ont aussi raison, parce que comme on l'a vu sur le graphique du très long terme sur les matières premières, on est dans un méga cycle haussier depuis 100 ans et ça ne va pas s'arrêter demain. Donc une partie de l'inflation devrait se résorber, mais une partie devrait rester permanente. Ça, c'est le graphique qui vous montre qu'à chaque fois que le pétrole s'envole littéralement de plus de 50% sur une période courte et qu'il dévie de son trend historique, on a une récession. Pratiquement à chaque fois. 1973, choc pétrolier, 1991, 2001, 2008, on a des fortes hausses puis fortes baisses du pétrole. On a souvent, quand on a un pétrole comme ça qui s'envole, et notamment qui arrive au-dessus de 100 $ sur le Brent, eh bien une récession qui se met en place, et c'est ce qui nous pend au nez pour cette année 2022. Après, comme vous le savez, conditions historiques, soutien historique. Et on n'est pas à l'abri que les États continuent de mettre la main à la poche et que les banques centrales continuent d'avoir des conditions accommodantes. Ça va être le challenge des prochains mois. Mais a priori, la BCE devrait continuer son quantitative easing un peu plus longtemps et monter ses taux un peu moins haut, un peu moins vite. Pareil pour la Fed. Donc, beaucoup de gens pourraient se dire, c'est la guerre, il y a le Covid, va y avoir une récession, donc tout va chuter. Mais la guerre, le marché a bon espoir que ça se résorbe. Le Covid, le marché a bon espoir que ça se résorbe. Et la récession, ça s'absorbe aussi si on continue d'injecter et de soutenir. Et de faire des plans de relance, et de faire des plans d'investissement, de la défense en Europe ou encore des énergies renouvelables.
Et c'est ça qui fait, je pense, cette résilience particulière du marché actuellement. Ça, c'est les cas de Covid en Chine qui explosent. C'est la même chose à Hong Kong. Et c'est quand même relativement préoccupant. Les flux sortants en Europe, pas étonnant, ont atteint un record historique. On est les voisins des Ukrainiens et des Russes. On a une guerre à 1000 km de l'Alsace-Lorraine. Donc il est tout à fait normal que les investisseurs à travers la planète aient abaissé leur exposition à l'Europe pour se placer soit en cash, soit sur d'autres places. On constate d'ailleurs à droite que le moral des investisseurs est réellement dans leurs chaussettes, puisque ça c'est en fait les barres hautes et basses, c'est le changement mensuel en nombre de points dans le zoo qui est un indicateur de confiance ou de défiance des investisseurs allemands. Et vous pouvez voir que il a perdu plus de 80 points ce mois-ci. On est passé d'un chiffre positif plus ou moins à 40 à un chiffre négatif à moins 40. À part pendant le Covid, il n'y a jamais eu comme ça un changement d'état d'esprit et une déprime totale de la part des investisseurs. Alors comme on vient d'en discuter depuis tout à l'heure, oui, il y a de bonnes raisons d'être déprimé, mais c'est ce qui doit aussi nous frapper, c'est que tout le monde a peur, tout le monde déprime, beaucoup de gens sont sortis des marchés, et ça peut aussi vouloir dire qu'on peut être surpris positivement si des choses se passent moins pire que prévu. Je sais, c'est pas très français, mais vous m'aurez compris. À gauche, le Hang Seng Tech, donc c'est les valeurs chinoises dans la tech, qui se font littéralement plier. En un an, c'est moins 60%. En fait, la tech américaine a commencé à plier il y a 2 mois, là où la tech chinoise, elle, plie depuis pratiquement un an. Il y a beaucoup de raisons qui font cela, et je dirais que il y a aussi les raisons politiques et réglementaires chinoises. Les autorités chinoises ont cette propension à faire bien moins attention aux marchés financiers que dans d'autres zones économiques comme l'Europe et surtout les États-Unis. Et, c'est assez hallucinant hein, quand on voit les parcours de Tencent, de Alibaba, etc. Alors on peut avoir l'avis qu'on veut concernant ces actions chinoises. Certains diront qu'elles sont historiquement peu chères. Moi, mon avis perso sur ce sujet, c'est que j'ai pas envie d'avoir d'actions chinoises en portefeuille parce que vous avez vu ce qui s'est passé avec la Russie. Du jour au lendemain, on débranche le rouble, on débranche Swift, on débranche les bourses et les actions russes se font délister des ETF de la planète. Imaginons que demain la Chine prenne Taïwan et qu'on mette tous des sanctions sur la Chine, il se passerait plus ou moins la même chose sur leur bourse. Donc entre les autorités politiques chinoises qui sont pas en soutien, la dynamique qui est horrible, le Covid qui gèle le pays à court terme, toutes ces raisons font que j'ai pas trop envie d'aller à la chasse au couteau qui tombe. À droite, vous avez le price earning du MSCI World. Vous pouvez voir qu'historiquement, depuis 20 ans, on paye 14 fois le marché à échelle mondiale. Donc la médiane est ici. On est descendu pendant le Covid à 13-14. Les opérateurs ont fortement acheté. Et là, on est redescendu à 17. On ne peut pas dire que le marché ne soit pas cher. On peut dire qu'il est revenu sur des zones de prix précédentes. Mais pour dire que c'est pas cher, il manque encore 10-15% de baisse. Néanmoins, encore une fois, et c'est ça qui est très spécial avec la période actuelle, c'est que c'est vrai que si on regarde certains indices, on se dit qu'ils sont toujours hauts. Par contre, au sein de ces indices, il y a des bulles qui se sont vraiment littéralement dégonflées, et pas qu'en 2022, ça a commencé dès le début de l'année 2021,
Je vous avais parlé à plusieurs reprises du bubble basket. En gros, vous avez le fonds ARK de Cathie Wood sur les valeurs à forte croissance aux États-Unis. Vous avez les IPO, les SPAC, les biotech. Et il y a eu un phénomène de bulle engendré par les soutiens des plans de relance des banques centrales et des chèques envoyés aux Américains jusqu'au début 2021. Et ça fait maintenant un an que cette bulle se dégonfle. Donc moi je veux bien que quand on regarde le Nasdaq, on se dise qu'il est encore totalement perché. Par contre, au sein de ce Nasdaq, il y a énormément de valeurs qui ont perdu 50, 60, 70%. Donc il y a peut-être des affaires à faire sur certaines d'entre elles une fois que la tempête sera passée. À moins de penser que maintenant ça va être au tour des grosses valeurs du Nasdaq comme Apple, Amazon, Google et d'autres de lâcher et de nous permettre justement de perdre ces 10 à 15% qui nous permettraient de revenir sur des supports majeurs, d'avoir un marché moins cher, etc. etc. Sauf que pour l'instant, ce n'est pas le cas. À droite, vous voyez le flux de la Banque centrale américaine avec le quantitative easing qui a repris en 2020 avec le Covid et qui continue en 2021 et début 2022. Et c'est ce quantitative easing, ce soutien inconditionnel au marché qui devrait s'arrêter au mois de mars. Et on va voir ensuite si l'avion en papier vole de ses propres ailes sans soutien de la Banque centrale qui en plus va monter les taux d'intérêt. Deux graphiques concernant l'inflation. Ici à gauche, c'est le prix des voitures d'occasion aux États-Unis qui avait littéralement explosé fin 2021 et jusqu'au début 2022. Et depuis début 2022, on voit le prix qui commence à baisser. Donc on pourrait se dire que ces tensions inflationnistes pourraient se calmer. À droite, on voit le graphique de l'inflation en zone euro, en rouge. Et en gris et bleu, vous voyez les différentes projections de la Banque centrale. Donc en septembre, la Banque centrale voyait l'inflation à 3 et retomber très vite. En décembre, elle voyait l'inflation à 4,5 et retomber très vite. Aujourd'hui, l'inflation est à près de 6%, mais elle la voit toujours remonter très vite. Il y a bien un moment où ça va fonctionner. Enfin, côté crypto, à gauche, vous avez un graphique des recherches internet sur Google au sujet des NFT. Et on peut voir que depuis le début de l'année, il y a plus grand monde, enfin il y a beaucoup moins de monde qui s'intéresse aux NFT. Ça a dégonflé sur les cryptos, ça a dégonflé sur la DeFi, ça a dégonflé sur les NFT. Et certains qui ont acheté des têtes de singe en pleine hype à des 10, 15, 20 millions de dollars vont se retrouver le bec dans l'eau, mais c'est pas grave, généralement c'est des personnes qui ont quelques millions de côté, donc on ne va pas les plaindre d'avoir été spéculés dans cette ultra bulle du NFT avec des têtes d'animaux de toutes sortes que je trouvais assez ridicule, mais bon, il paraît que c'est l'avenir, donc on va pas taper dessus trop souvent. Et puis à droite, un graphique qui montre que le Bitcoin est dans un range, il est neutre, il tient bien, mieux que le Nasdaq en tous les cas. Et ceux qui sont intéressés par le Bitcoin attendront peut-être une nouvelle fois le bas du range avec une réaction positive et ou la sortie de ce range par le haut. Et puis il y a aussi Jean-Michel DCA qui s'en fiche de savoir si on va sortir par le haut ou par le bas et qui tous les mois continuera d'en acheter. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission. J'espère que j'ai pas été trop long. J'avais beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de graphes à vous expliquer. Petite pause café d'un instant, puis on se retrouve pour parler indices, matières premières, Bitcoin rapidement, et ensuite les actions que vous pouvez voir dans ce fichier.
petite pause musicale avec du piano de Debussy. Et on passe à la plateforme ProRealTime. Alors pour commencer, ça c'est un graphique du CAC 40 Gross Return, donc le CAC 40 dividende réinvesti sur les 10, 12, 13 ans qui viennent de passer. On voit bien que depuis la crise de 2008, on est dans une tendance haussière. Le Covid a engendré une purge et un excès baissier sous le canal haussier. Et les injections de liquidités de banques centrales et les plans de relance ont envoyé les cours au-dessus du canal. Ça me rappelle tellement cette expression boursière qui dit « les excès sont corrigés par des excès ». On a fait un excès baissier, on a fait un excès haussier, et maintenant on va dire qu'on normalise. Vous noterez qu'on est revenu pile poil sur les plus hauts de janvier 2020, février 2020, juste avant le Covid, et que ces plus hauts étaient réactifs. Me concernant en 2022, parce qu'on était relativement perché, je m'attendais à une année erratique. Je vous l'avais dit au mois de décembre, au mois de janvier, je l'ai dit dans plein d'interviews. Pour moi, l'année 2022 allait très certainement être non pas une année haussière, ni une année fortement baissière, mais une année de range. Alors bien évidemment, vous rajoutez une prime guerre à tout ça et mon scénario se retrouve décalé 10% plus bas. Mais voilà, si on arrive à digérer la guerre, le Covid, la récession, que les entreprises continuent de délivrer quand même des résultats corrects, que les pressions inflationnistes se calment, il n'est pas inconcevable que l'année 2022 soit une année erratique en range, en latéralisation en fait. Où à chaque fois qu'on reviendrait vers les anciens plus hauts du Covid, des acheteurs se présenteraient, mais où à chaque fois qu'on reviendrait vers le haut du canal et non loin des plus hauts historiques, on se retrouverait face à une sorte de plafond de verre. Voilà. Après, si on a un nouvel épisode Covid grave, plus une guerre qui dure et un conflit qui s'étend, bien évidemment, on peut, tout comme on l'avait fait avec le Covid, aller faire un tour sous le canal haussier et faire un nouvel excès baissier long terme. Ce serait une opportunité géniale, mais ça impliquerait beaucoup de choses négatives à échelle de la planète et de nos vies quotidiennes. Je ne sais pas si je suis donc ici dans de l'espoir ou autre, mais simplement, objectivement, si on regardait ce graphique en se disant que c'est une action, et qu'on faisait fi un peu de toute la macro, les guerres et tout ça, bah on a une action qui est haussière, a cassé une résistance en mars 2021, qui est allée un peu trop vite, et puis qui est revenue sur son support, et qui pourrait se stabiliser sur son support. Et qui sait, pourquoi pas, après, potentiellement tenter de repartir, qui sait ? Qui sait ? En tous les cas, à très long terme, le jouet n'est pas cassé. À court terme, bien évidemment, c'est un autre combat. On va passer sur le CAC 40. Voilà, donc ça ressemble à peu près à la même chose, avec des cours qui sont revenus sur leur niveau d'avant le Covid. On regarde en données hebdomadaires ce que cela donne. Et là, vous voyez que j'ai un graphique. Ça, c'est le fameux graphique du jouet cassé. C'est la tendance haussière très puissante qu'il y avait en place depuis le point bas du Covid. J'envisageais, moi, qu'on passe pas mal de temps entre 6400 et 7200 points et qu'on fasse un range dans la partie haute de ce canal, mais avec la guerre, on l'a cassé par le bas. Et maintenant, on stabilise au plus près de la borne basse de ce canal. Et si on a un cessez-le-feu, que la guerre s'arrête, peut-être qu'on va essayer de le repénétrer. Et sinon, il y a de grandes chances qu'on fasse un range, comme j'essaye de vous l'expliquer depuis tout à l'heure. Un graphique qui est intéressant, c'est quand on se met sur le journalier, pour prendre un peu de recul. Et là, vous voyez le canal haussier du Covid, là, avec une très forte pente. En fait, un canal haussier avec une pente aussi forte, c'est très difficile à tenir. Par contre, on peut constater qu'en prenant du recul sur les 12-13 dernières années, on a un canal haussier à plus faible pente que l'on respecte depuis presque 15 ans.
Alors on en était sorti rapidement avec le Covid, puis on l'a réintégré quand le vaccin est sorti. C'est intéressant d'ailleurs de zoomer et de voir qu'on bloquait sous la borne basse du canal, puis avec le vaccin, hop, on l'a réintégré pour aller chercher sa borne haute, tenter même de s'en extraire par le haut, et puis de se prendre un coup sur le coin du museau. Et donc si on retire ce canal-là, là, le canal haussier qu'on a cassé, qui était un peu trop rapide, et qu'on prend du recul là-dessus, ben on pourrait se dire que voilà, si les choses dérapent, se passent pas bien, on pourrait aller faire un tour à 5500 points sur la borne basse du canal. Mais sinon, il y a peut-être une chance qu'on latéralise tout simplement entre les plus bas récents à 5700 et les 6500, 400, 500 points qu'on a fait la semaine dernière. Il y a des chances voilà, que le marché se cherche, le temps d'avoir plus d'indications, que la Fed passe, que le Covid accélère ou rechute en Chine, que les discussions avancent ou non entre l'Ukraine et la Russie, et on va se faire, je pense, un petit peu promener. Et peut-être qu'on va latéraliser en fait pendant un certain temps au gré de l'humeur des opérateurs. Ce serait pas forcément une mauvaise nouvelle parce qu'il suffit d'un marché relativement neutre pour que les meilleurs secteurs, les meilleures valeurs continuent de monter et que certains dossiers en trend following continuent de monter. Donc ça voudrait dire que c'est un marché qui est toujours porteur d'opportunités. Alors que si on reste dans un marché volatile, très erratique et baissier et qu'on vient mettre en risque les plus bas récents, là ça risque d'être beaucoup plus pénible pour les opérateurs. Donc on est sur le qui-vive et on voit bien que pour l'instant on essaye de s'accrocher dans cette zone entre 6100 et 6400 et tant qu'on y est en tous les cas, il y a un minimum d'appétit pour le risque pour certains secteurs, pour certains dossiers qui permet à ceux qui le souhaitent de continuer d'intervenir sur le marché. Pour beaucoup, c'est un marché qui fait peur, donc pour les débutants, c'est un marché où on lève le pied, où on ne s'acharne pas, où on fait attention au type de dossier sur lequel on va, et où quand on fait des achats, si on fait du dollar cost average et qu'on achète régulièrement tous les mois, on essaye de le faire plutôt sur des dossiers de qualité comme Air Liquide que sur des dossiers baissiers de long terme comme Renault. Hein. Mais ça, je crois que vous l'aurez compris, étant donné que je le répète en permanence. Ensuite, on peut regarder le pétrole. Donc voilà, le pétrole, il était haussier, il a fait son envolée et il est en train de contrecarrer son envolée avec les tensions qui retombent un petit peu à l'est et avec surtout la Chine qui s'éteint en quelque sorte, en tous les cas une partie de ses usines. Eh bien on peut se dire que la consommation de matières premières va être un petit peu plus calme et c'est ce qui permet au cours du pétrole de retomber et c'est ce qui va aussi permettre aux anticipations d'inflation de se calmer. On n'a pas du tout les mêmes anticipations d'inflation quand on a un pétrole à 130 ou quand on a un pétrole à 95. Ensuite, on regarde l'or. Pareil, même système que sur le pétrole, ça a spéculé à la hausse, la situation se calme un petit peu, donc l'or retombe. L'or a fait son travail de refuge puisque à partir de début février jusque la semaine dernière, l'or a pris 16% et a couvert les opérateurs. Et une fois que la semaine dernière, on a atteint un point bas sur les indices européens, l'or a fait son point haut pile poil sous sa résistance historique et retombe. C'est une assurance l'or. Donc si vous en avez en portefeuille, si tout se passe bien, l'or va retomber et puis peut-être que tout comme moi qui en ai acheté en début d'année, vous reviendrez à zéro sur votre ligne sur l'or. Mais si c'est le cas sur votre ligne sur l'or, ça veut dire que les indices, eux, sont repartis à la hausse et que vos actions sont montées. Inversement, si les marchés tanguent et que vos actions se font un petit peu secouer, l'or que vous avez en portefeuille devrait s'apprécier de nouveau et protéger un tant soit peu le portefeuille. Donc c'est un peu comme un BX4 en fait. Tension de guerre, hausse de l'or, baisse des marchés et inversement quand il y a de la détente. Et puis on regarde le Bitcoin. Et le Bitcoin, contrairement... C'est bizarre. C'est bizarre parce que avant il était complètement corrélé au Nasdaq.
Et on voit que le Nasdaq, il a continué de baisser et que hier, on était sur un nouveau plus bas annuel. Et le Bitcoin, lui, n'était pas sur son plus bas annuel. Il était 10% au-dessus. Après, si on regarde les indices européens, c'est différent. Les indices européens, eux, depuis une semaine, ont rebondi et se sont stabilisés. Donc c'est comme si le Bitcoin avait été corrélé à la moyenne du Nasdaq et du CAC 40 plutôt que d'être plutôt corrélé au Nasdaq comme il l'a toujours été jusqu'ici. Mais c'est un bon point en tous les cas pour les détenteurs de crypto parce qu'il montre une certaine résilience. Après, bien sûr, si les indices partent 10 à 15% plus bas, le Bitcoin, je pense, baissera aussi. Mais voilà, il est intéressant, il est résilient, il est parfois moins corrélé. Donc peut-être qu'il y a une lumière au fond du tunnel pour ceux qui espèrent une décorrélation long terme entre les cryptos et le marché action. On va passer aux actions, justement, 42 minutes d'émission, il serait temps d'y arriver, mais bon, je voulais prendre le temps de vous dire tout ce que j'avais en tête, et en ce moment, c'est pas facile parce que on est surinformé et il y a beaucoup de choses à digérer sur ces marchés. Alors, on commence par les stars du moment. Les stars du moment, c'est les valeurs qui ont été recherchées particulièrement pendant le conflit. Et vous avez donc, on le disait tout à l'heure, l'armement et les énergies renouvelables. Et on va aussi parler des parapétrolières. Les énergies renouvelables, c'est du long terme. À court terme, elles sont soutenues parce que les opérateurs ont compris que ça allait devenir un pilier de nos investissements pour les 10 ans à venir, encore plus que ça ne l'était déjà. En plus de ça, sur Albioma, il y a des spéculations sur le fait que le fonds KKR les rachète. Et on a appris ça la semaine dernière, et depuis, pratiquement tous les jours, elle est recherchée et elle fait des nouveaux plus hauts. Ce matin, le CAC était à -2, qu'elle cassait le plus haut de la veille. Donc il y a un intérêt spéculatif sur le secteur à long terme, et un intérêt très spéculatif de court terme sur Albioma en particulier, parce que la boîte pourrait se faire racheter. Donc dans un marché où on n'a pas de visibilité indicielle, où on ne sait pas trop quoi faire, et ben c'est typiquement ça qu'on va rechercher, c'est-à-dire un des secteurs qui surperforme, et dans ce secteur, l'action qui surperforme. Et je ne sais pas ce qui va se passer sur Albioma, si les spéculations vont retomber, ou si un matin, on va tout simplement apprendre que le dossier est retiré de la cote avec une prime de X% parce que KKR ou un autre souhaite les acheter. À l'inverse d'Albioma, vous avez CGG. Et CGG, je vais être un peu dur, désolé, mais c'est pas un bon dossier. Ça fait 15 ans que ça baisse. C'est une parapétrolière. C'est un secteur déprimé, une valeur déprimée, ultra endettée. Alors certains m'envoient des vidéos ou des analyses pour me dire que le dossier a changé, etc. Mais non. Pour moi, CGG, c'est un outil de spéculation de court terme lors de mouvements forts sur soit les indices, soit le pétrole. Alors que le pétrole avait démarré sa hausse au mois de février, elle voulait pas monter, et d'un coup, quand le pétrole a fait son énorme mèche haute, et qu'il est passé de 110 à 120 à 130, les opérateurs ont cherché un proxy, un moyen de jouer la hausse du pétrole, et ils se sont dit, allez, on va aller sur les parapétrolières. Et d'un coup, j'ai vu énormément de particuliers sur Twitter et sur Facebook dire, c'est la bonne, les parapétrolières, faut y aller parce que le pétrole va monter à long terme. Et dès la semaine dernière, dès mardi, avant l'envolée de CGG comme ça dans ce grand chandelier haussier, j'ai prévenu et j'ai dit, oh là là là, faites gaffe les gars. On parle de CGG et Vallourec, des actions qui sont baissières depuis 15 ans, qui ne voulaient pas monter quand le pétrole montait gentiment, qui sont en train de monter à très court terme parce que tout le monde a spéculé dessus, et attention, ça va retomber très vite. Et on a perdu 20% depuis déjà, et si le pétrole revient à 85 $, voire 80 $, je ne serais pas étonné que CGG retourne à la niche et revienne sur les plus bas d'il y a 2 semaines, autour de 0,75, 0,80. C'est pas... même si... On pourrait se dire, on est dans un monde où le pétrole va être plus cher, va être un peu plus cher.
ce qui est même pas certain. Si on va vers une récession mondiale, bah, le pétrole va rechuter. Et même si on était dans un monde plus cher, c'est pas forcément ça qui va relancer des gros investissements dans les pétrolières et en plus dans les parapétrolières et en plus dans cette parapétrolière-là. Donc faites attention, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont piégés là-dessus en mode espoir. Et, et, et sauf explosion du conflit en Europe et des cours du pétrole qui de nouveau feraient une envolée, moi je pense qu'on a fait un point haut moyen long terme sur le pétrole et que les parapétrolières n'iront pas beaucoup plus haut. Et qu'il fallait savoir tout simplement spéculer dessus, prendre 25% et se barrer. À cheval entre Albioma qui fait du renouvelable et qui est un bon investissement de très long terme et CGG qui n'est pas un bon investissement et qui était un trade de court terme, on a Eramet. Pourquoi je dis à cheval? Parce que contrairement à Albioma et à certaines de valeurs du secteur énergie renouvelable, Eramet, elle ne monte pas depuis 2 semaines ou 3, elle monte depuis plus d'1 an. Et oui, c'est un beau dossier, et oui, les prix des métaux, notamment le manganèse, ont explosé, et oui, à moyen long terme, ça vient justifier que Eramet se soit apprécié, enfin, ça justifiait qu'elle s'apprécie. Maintenant, dans la hausse des prix récents, il y a certes une partie de la hausse qui vient du business, qui va continuer de s'apprécier, et qui va peut-être ressortir à des niveaux bien supérieurs à ce qu'ils étaient il y a 2 ou 3 ans, mais il y a aussi toute une partie de spéculation. Ça, là, cette hausse entre 112 et 140, c'est 2 jours d'ultra spéculation, et pour moi, c'est un excès. Et depuis, on purge cet excès. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on est entre Albioma et CGG, parce que il y a une part de moi qui pense que c'est comme les énergies renouvelables, c'est un secteur qui va continuer d'être recherché, etc. Mais il y a un petit côté CGG dans le sens où il y a un côté spéculation de très court terme qui est en train de retomber et des opérateurs qui se sont bien gavés sur la hausse. Faut pas oublier que en l'espace d'1 mois et demi, la valeur a doublé, elle a pris 100%. Donc voilà, on retrouverait Eramet entre 100 et 110 qui corrigerait et qui se stabiliserait, que ce serait pas étonnant. Donc là aussi, essayez de comprendre, noter à quel point il y avait de la spéculation de court terme, ça a amené de la performance de court terme, et à quel point quand on arrive tardivement, l'investisseur qui a acheté du chez GG à 70 € et qui dit non, non, mais moi j'en ai rien à faire, je l'ai acheté pour 3 ans. Ok, mais celui qui est rentré en pleine accélération à 118 et qui aujourd'hui est en petit rouge, à lui de se poser la question de son plan pour la suite. Parce que oui, ça peut être un bon dossier, oui, ça peut continuer de monter à moyen terme, mais ça peut aussi repasser par 100 avant de repasser à 140. Et ce serait... Donc voilà. Là, c'est du money management, c'est de la gestion de vos lignes, de la gestion de vos stops, fonction de là où vous êtes rentré. GTT, là pour moi, on est dans du positif moyen-long terme, à l'image de Albioma. Alors c'est un peu moins sexy et punchy qu'Albioma, qui, elle, est sur ses plus hauts annuels, puisqu'il y a des spéculations concernant une éventuelle OPA. Mais voilà, GTT en termes de price action, c'est-à-dire l'action des prix, nous a montré que les opérateurs en étaient friands. Je me rappelle de cette séance-là où elle fait un trou d'air et elle finit verte, et puis derrière ça repart, et puis derrière ça casse les plus hauts. Il y a vraiment une dynamique qui est très belle sur GTT. Et donc, si GTT revient sur des zones de prix travaillées qui ont fait résistance, qui pourraient faire support, de nouveau, elle va m'intéresser comme valeur à acheter sur repli pour jouer un méga signal qui a été donné, puisque quand vous regardez ce graphique, la valeur était sous une oblique majeure, et là on vient de donner un signal de très long terme potentiellement. Donc tant qu'on est au-dessus des 85 €, il y a une dynamique en place, il y a une hausse qui se construit, et c'est un dossier qui devrait continuer d'être recherché. NeoEn, tout comme Albioma, Voltalia, donc dans le secteur
les opérateurs sont de retour. Depuis fin février, les opérateurs ont compris que le renouvelable, bon, bah, malgré leur niveau de dette, ça restait l'avenir et que des contrats devraient potentiellement pleuvoir avec des budgets européens qui devraient être débloqués. On a fait un beau bout de hausse avec 30% de hausse pour passer du bas de canal au haut de canal que vous voyez ici. Et maintenant, on pourrait stabiliser un certain temps. On pourrait stabiliser et il faut espérer pour les investisseurs de long terme que par la suite, on arrive à s'extraire par le haut de ce canal baissier, on arrive à casser les plus hauts à 39 euros, puis le seuil psychologique des 41 euros, et que en fait ce soit la dynamique haussière de très long terme qui se relance. Donc vous voyez, je sais pas combien de temps on va rester là-dedans, mais le but c'est ça quoi. C'est que on a eu une forte hausse en 2020, c'est retombé en 2021, là le marché commence à comprendre que c'est du très long terme et que ça devrait rester soutenu. On va peut-être avoir une phase d'accumulation dans la zone entre 34 et 39. Et ensuite, si on arrive à en sortir par le haut, on relance la dynamique haussière de long terme sur un secteur d'avenir. Ensuite, on passe à Thales. Et Thales, c'est l'armement, c'est le secteur le plus recherché depuis le début du conflit. Vous voyez l'oblique baissière ici qui passait par tous les plus hauts depuis 2-3 ans, qu'on a violemment cassé avec des volumes. Thales d'ailleurs qui a été un arbitrage très beau réalisé dans le portefeuille Zone Bourse. Lorsque le conflit s'est étendu en Ukraine et qu'on a commencé à regarder les sociétés qui seraient impactées de près ou de loin par la Russie, on a compris qu'il fallait sortir Technip Energies, chose qu'on a fait. On l'avait dans le portefeuille Europe PEA, Zone Bourse, et donc on a sorti Technip et on a rentré Thales dans son mouvement haussier ici, et on gagne déjà 30% sur la ligne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un arbitrage. Un arbitrage, c'est on va sortir une ligne qui pourrait déguster et essayer de trouver ce qui pourrait fonctionner. Et malheureusement, si je puis dire ici, ce qui fonctionne en ce moment, c'est l'armement. Je vous remontre un petit peu la liste, on a fait que celle-ci, mais il faut que j'avance. De toute façon, trend following, ça va pour vous montrer des dossiers qui continuent de faire des plus hauts quotidiens, hebdo ou annuels, et c'est typiquement, il y en a peu, mais ce qu'on recherche, ces petites pépites. Après, on va voir des titres qui arrivent à tenir ou arrivent à monter, alors que c'est le Bronx actuellement sur les marchés. Donc c'est des titres qui pourraient exploser par la suite. Je pense notamment à Boiron, Carrefour, et peut-être Euronext, et puis quelques étrangères, puisque certaines m'avaient été demandées par des lecteurs. On commence par le trend following. Alors, toutes les valeurs du trend following que je vous montre là, c'est des valeurs que j'ai publiées il y a 2 semaines, il y a 1 semaine, et encore en ce début de semaine. Auréa, je pense que ces 3 dernières semaines, j'ai dû la publier à peu près 10 fois sur Twitter. Parce que quand le CAC chutait, elle revenait vers support, et dès que le CAC repartait, elle remontait, le CAC chutait, elle baissait un petit peu, le CAC remontait, boum, elle explosait à la hausse. C'est typiquement ce que l'on recherche. Le trend following, une valeur qui, alors que c'est le marasme sur les marchés boursiers, cassait un plus haut de 10 ans. J'ai fait l'erreur sur Twitter, j'ai dit nouveau plus haut historique, en fait c'était un nouveau plus haut de 10 ans, un nouveau plus haut annuel, en plus on en avait parlé ensemble dans l'émission. Je vous dis pas d'acheter Auréa maintenant, mais je vous dis que c'est typiquement ce qu'il faut qu'on recherche dans des périodes où ça va bien, comme dans des périodes où ça va mal. Des titres qui sont haussiers, qui font des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, qui évoluent au-dessus de leur MM200. C'est la base même du trend following, et faire du trend following, c'est aller sur les valeurs qui montent, et c'est donc se donner la probabilité de réalisation de gains la plus élevée. Après, tout le trend following n'est pas forcément facile. Il y a des valeurs sur lesquelles on a envie de mettre des stops courts, il y a des valeurs où on a envie de mettre des stops larges. Ça dépend de votre style, ça dépend des prix auxquels vous êtes rentré. Et c'est vrai que je suis d'accord que quand Katana passe de 8,50 à 5,70 et perd 30% en l'espace de 3 semaines, on le sent passer. Simplement, voilà.
Lorsque la semaine dernière les marchés ont commencé à se calmer, on pouvait constater que certains dossiers tenaient beaucoup mieux que d'autres. Katana faisait partie des dossiers qui avaient bien baissé mais qui étaient revenus sur MM200. Et comme pas mal de titres qui ont testé positivement MM200, elle est repartie par la suite. Si le CAC se faisait de nouveau peur, c'est le genre de valeur qui pourrait revenir travailler cet MM200 et potentiellement donner une porte d'entrée à ceux qui n'auraient pas profité de la porte d'entrée d'il y a une semaine. Moulinvest, même chose. Trend following, haussier, on est à au moins 30, 40, même pas, on est à 50% de la MM... Non, qu'est-ce que je dis? Non, on est à 30% de la MM200. Donc là, vous voyez un titre qui est même pas revenu sur sa MM200. Dès que ça consolidait, en fait, il revenait sur MM50. Donc là, on est sur un des rares titres du marché français qui est extrêmement haussier et dans un trend following super fort. Après, ça n'empêche pas ce genre de titre aussi de consolider. On voit bien que sous les 50, pour l'instant, ça passe pas. Et on se dit aussi que si le marché ne faisait que stabiliser à court terme, ce serait peut-être pas ce genre de valeur qui est déjà sous ses plus hauts qui serait tout de suite recherché, ce serait peut-être d'autres. Donc peut-être qu'on va avoir une latéralisation des prix. Mais voilà, tant qu'on fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, tant que ça réagit bien dès qu'on va faire des trous d'air sous MM50, bah c'est ce genre de dossier, ce genre de configuration qu'on est censé rechercher. OCI à Amsterdam, même chose. On est dans un magnifique trend following. Regardez ce test de MM200 ici et là. Regardez ici cette cassure de plus haut annuel avec un gap haussier. On comble le gap, ça redémarre. Là aussi, c'est le genre de titre qui peut aussi revenir tester une seconde fois les niveaux. Mais c'est voilà, c'est ce genre de graphique. Quand vous ouvrez un graphique, enfin, vous voyez, ce matin, j'ai quelqu'un qui me disait, mais pourquoi tu préfères Air Liquide à Renault? Bah, je fais, c'est très simple, regardez. Hop, j'ouvre un graphique, hop, ça monte. J'ouvre Renault, ah, ça monte pas. Voilà, c'est tout simple, c'est tout con. La probabilité d'un gain sur une valeur haussière est supérieure à la probabilité d'un gain sur une valeur baissière. C'est bête et méchant, je vais vous le répéter pendant toutes les années où je ferai ce métier, mais ça n'a jamais été aussi vrai qu'en ce moment. Serge Ferrari, même chose, trend following, c'est comme Moulinvest, c'est super puissant. On est là aussi à, 50% de la MM200. Et voilà, quand il y a eu de la peur, on est revenu tester les anciens plus hauts, les anciens niveaux. On pourrait consolider sur ce titre un certain temps sous zone de résistance. Il n'est pas inconcevable que sous ces plus hauts, on refasse des tests de la latéralisation, etc. Mais la probabilité que l'on sorte par le haut de cette consolidation est bien plus forte sur ce titre-là que sur un titre neutre ou baissier. SES Image Tag, pareil. Elle, je voulais publier au moins 4 ou 5 fois ces 3 dernières semaines. Je l'avais publié fin février pour dire elle tient. Je l'avais publié ensuite pour dire une des rares valeurs à casser un plus haut annuel alors que les marchés ne vont pas bien. Puis derrière, ça a envoyé les watts. Bien évidemment, c'est un peu chaud de l'acheter maintenant alors qu'elle vient de prendre presque 30%. Mais encore une fois, c'est le genre de valeur où on se mettra des alertes, ou si on revient sur les anciens plus hauts, tac tac, on se met des alertes, et si par magie on revenait à un moment sur ces niveaux-là, eh bien on en profiterait pour essayer de saisir l'occasion d'accrocher ce type de train. Maintenant, on va parler des actions pour Jean-Michel DCA, l'investisseur de long terme qui n'a pas envie de se prendre la tête, veut acheter un véhicule d'investissement solide, haussier, à long terme. C'est Air Liquide, qui est un très bon exemple. Voilà, Air Liquide, avant le Covid, est allé un peu haut, le Covid l'a fait corriger, mais quand on regarde la moyenne des prix, c'est un rouleau compresseur haussier de très long terme. Et encore une fois, alors que les marchés se faisaient un peu peur la semaine dernière, Air Liquide est revenu sur un niveau horizontal, sur la borne basse de son canal, et a repris déjà 6 ou 7% depuis.
Air Liquide, qui en plus a une politique de dividendes très intéressante. Donc voilà, pour quelqu'un qui n'a pas le temps, n'a pas l'envie, n'a pas pro real time, ne sait pas faire de trend following sur des small caps, et ben on fait du Air Liquide. Sinon, on va sur de la valeur décotée et décorrélée. Ici, Boiron, que je trouve très intéressante, parce que depuis janvier, elle est recherchée, alors qu'on se faisait peur, elle était aussi recherchée, et il faut absolument surveiller l'éventuelle cassure des 43, donc des plus hauts de cette semaine, puis des 44,50 qui sont des plus hauts de 2 ans, parce que si on arrive à sortir par le haut de ce range dans lequel elle est coincée depuis 2 ans, 2 ans et demi, ça devrait être un beau signal. Une valeur aussi qui se retourne, qui change complètement de régime. Regardez, c'est Carrefour. Carrefour était baissière 2015, 16, 17, 18, 19. Changement de PDG, ça se réveille. Ah oui, le changement de PDG... Il était plus tôt. Je me rappelle plus trop, ça devait peut-être être là. Ça, c'est les premières spéculations, me semble-t-il, sur un rachat par Auchan. Ça, c'est les nouvelles spéculations. Et vous voyez, voilà que au moindre trou d'air sur Carrefour, elle est recherchée. Elle est au-dessus de sa MM200. Et à la moindre reprise du CAC, elle attaque sa zone de résistance horizontale. Donc, dans une période de marché complexe où on veut avoir une valeur soutenue, plus forte que l'indice, prête à repartir à la moindre hausse indicielle, Carrefour, c'est un très bon candidat. Et effectivement, peut-être qu'il faut faire des rotations dans son portefeuille en ce moment, et ça paraît peut-être pas sexy d'acheter de la grande distribution, mais au moins ça tient. Donc, avoir un peu d'énergie renouvelable, avoir un peu de small caps en trend following, avoir un peu de dossiers long terme avec des bonnes politiques de dividendes comme Air Liquide, ou bien des mid caps qui surperforment comme Boiron, ou bien des grosses caps qui surperforment comme Carrefour, c'est pas déconnant. Dassault Systèmes, elle est dans une consolidation posée sur un support. Il y a la MM50 qui arrive en résistance, qui coiffe les cours, et puis ici des plus bas de plus en plus haut. Donc on est dans une sorte de triangle et on devrait pas tarder à en sortir. On a une zone de soutien en tous les cas sur les 40 € qui est très pertinente parce que les acheteurs s'y sont présentés depuis 3 semaines. Donc on se dit qu'un investisseur de moyen terme qui veut être positionné dessus, voilà, c'est une grosse zone de soutien d'accumulation avec un stop sous les 38,40. Vous aurez pu noter d'ailleurs depuis quelques semaines l'intérêt des stops de protection. Je ne pense plus que ce soit à justifier dans mes émissions. Je pense que vous avez tous compris que parfois il valait mieux se couper un doigt qu'une main plutôt qu'un bras, et que même sur des beaux dossiers ça peut faire mal, hein, quand on a un Dassault Systèmes qui passe de 56 à 38, ça fait quand même 32% de baisse. Raison pour laquelle certains auront préféré mettre des stops sous les supports court terme, sortir pour rentrer 20% plus bas. Après, ça dépend de votre style et du temps que vous avez à passer devant les marchés. Euronext, elle est toute belle, toute soutenue, elle est dans un canal baissier, elle fait un peu sa vie, un peu différente des indices. Vous voyez ici entre 2020 et début 2021, alors que les marchés continuaient de monter, elle baissait. Puis elle est repartie à la hausse, puis là elle nous a fait une grosse séquence baissière, et là elle semble redémarrer. Donc c'est ce qu'on recherche. Euronext qui profite en plus de l'activité des bourses, qui est un bon dossier de moyen terme, et qui se relance à court terme. Il y a beaucoup de valeurs, ah oui, ça je voulais vous en parler, il y a beaucoup de valeurs qui sont coincées, on vient de le voir comme Dassault dans des triangles, ou beaucoup de valeurs qui sont coincées par des obliques baissières, et parfois il vaut mieux attendre que ça casse, et une fois que ça casse, prendre position, partant du principe que voilà, la tendance se retourne. Flow Traders, c'est une valeur qui profite de l'extrême volatilité. Voilà. Quand il y a la volatilité sur les marchés, Flow Traders a tendance à surperformer, à aller à l'inverse du marché.
En fait, c'est un des leaders mondiaux du trading à haute fréquence. Voilà. Et parfois, quand il y a des périodes volatiles sur les marchés, elle a tendance à bien profiter. C'est assez erratique et elle est plus trop proche de son support. Je voulais vous en parler la semaine dernière quand elle était autour de 30,50. Là, elle arrive à proximité d'une zone de gap et de sa MM200, donc ça me chauffe un petit peu moins. Mais typiquement, Euronext, Flow Traders, quand ça tangue sur les marchés, c'est le genre de titre que j'ai tendance à regarder. Et puis on va passer aux étrangères avec Darling Ingredient au NYSE. Donc là, on est sur du trend following long terme. On est sur une valeur qui est revenue sur une grosse zone de soutien, qui est dans une consolidation horizontale. Alors le bémol, c'est que ce genre de consolidation horizontale, ça peut durer, là ça fait déjà un an, bah, ça peut encore durer un bon bout de temps. Donc c'est typiquement sur le genre de valeur où il faudra essayer de déceler des signaux ou pré-signaux de cassure. Et je pense qu'il faudrait surveiller l'éventuelle cassure des plus hauts d'il y a 15 jours, puis l'éventuelle cassure du plus haut historique comme un signal d'achat. Donc on la laisse faire dans son range, mais si elle se met à casser des niveaux, il y a un niveau d'entrée au-dessus de 80 $, un niveau au-dessus de 87 $. K plus S, là on va en Allemagne. Et là on est dans du trend following de folie. C'est assez impressionnant. C'est beau. Après, si on n'en a pas, c'est un peu dur de rentrer maintenant. K plus S, c'est un des premiers producteurs mondiaux d'engrais, de produits pour plantes et de sel. Et vous n'êtes pas sans savoir que énormément d'engrais, de potasse, d'ammonium, je crois, ou d'ammoniac. Bon, je voudrais pas dire de bêtises, mais beaucoup de choses, potassium et autres, qui servent à faire pousser nos récoltes dans le monde, viennent de Russie et d'Ukraine. Donc forcément, société allemande spécialisée dans les engrais, là le business explose. Ensuite, on parle de Meta. Meta, c'est Facebook. Et là, on voit bien la perdition des cours. On fait du très très long terme. On élargit un petit peu la vision des choses. Et on se rend compte que il n'y a pas grand chose à dire ou à voir. Facebook était enfermé entre 135 et 200 $ en 2018, 2019, 2020. Elle a cassé ce niveau-là après le Covid et là on vient de revenir dessous. Donc option 1, elle continue de baisser, elle peut même redescendre jusqu'à ses plus bas de ces dernières années, auquel cas à 140 $, je pense que ce serait une opportunité. Option 2, elle réintègre les 210-15 $. Et pour ce faire, bien évidemment, un peu comme je vous le disais tout à l'heure, on trace des obliques baissières et on attend qu'à un moment donné, il y ait un signal. S'il y a cassure d'oblique baissière, c'est un signal numéro 1, puis retour au-dessus des 210 $, signal numéro 2, ce serait deux choses plutôt positives pour la suite. Netflix, elle a un peu la même tête. Hausse post-Covid, rechute très forte ces derniers mois, on est revenu sous les niveaux du Covid. Les gros supports sont encore un cran plus bas, 10-15% plus bas, c'est les plus bas travaillés en 2019, début 2020 avec le Covid. Donc option 1, on continue de baisser, on va chercher ces seuils majeurs. Option 2, on trace des obliques baissières et à un moment donné, on arrive à casser les obliques baissières et à se reprendre. Donc voilà, à surveiller pour la suite, soit plus bas, soit sur cassure haussière. PayPal, même chose, même combat. PayPal s'est fait complètement déchirer. Elle est revenue sur ses prix pendant le Covid. En mars 2020, elle était à 95, elle est de nouveau à 95. C'est un énorme couteau qui tombe. Elle a fait plein de profit warning, de baisse de... Elle s'est fait casser la figure, on dirait une crypto-monnaie. Mais ça se surveille. Ça se surveille. À court terme, elle crée un petit range comme ça. Et parfois, en surveillant la sortie d'un petit range insignifiant de court terme, on arrive à attraper un point d'entrée sympa qu'on va parfois laisser courir quelques jours, d'autres fois quelques années. Donc, surveillez les 101 $ en cas de cassure haussière pour ceux qui veulent faire
du trading court terme sur actions américaines. Ça peut être pas mal. Et puis on finit avec TrueLive, qui est un ETF cannabis. ETF cannabis où en 2019-2020 on était dans une zone de prix horizontale. On a réussi à en sortir post-Covid et là on vient de revenir sur le niveau du Covid, enfin post-Covid, juste après le Covid. Donc à voir s'il se passe quelque chose sur cette zone de prix. C'est un ETF me semble-t-il, donc après il faut aller voir les Canopy Growth et autres valeurs du secteur. Ça ressemble quand même de près ou de loin à des valeurs growth qui se sont fait complètement plier. Ça ressemble aussi à Virgin Galactic. On est dans des valeurs qui sont extrêmement baissières, qui se sont fait déchirer. Mais voilà, si à un moment donné, il y a un retour de l'appétit pour le risque, un retournement du Nasdaq, quelque chose, il y aura peut-être des choses aussi à gratter. Après, quand je vous parle de ça, c'est la partie spéculative de votre portefeuille. Air Liquide, c'est la partie bon père de famille très long terme. Albioma, c'est la valeur soutenue à court terme, investissement moyen terme avec une prime d'OPA. Moulinvest, secteur du bois, porteur, trend following. Quand on parle de PayPal, de Meta ou de valeur cannabis, on parle de très spéculatif. Voilà. 1h10 d'émission, plein d'idées, plein de valeurs, plein de constats. J'espère que j'ai été compréhensible, que ça vous plaira. N'hésitez pas à diffuser cette émission, la faire connaître, mettre des likes sous la vidéo. Je vous remercie à tous et je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé de chaleureux messages pendant ces dernières semaines qui n'étaient pas évidentes pour tout le monde, notamment quand on est très exposé sur les réseaux comme je le suis. Merci à tous de votre soutien, c'est ce qui donne l'envie, le sourire et la patate pour vous faire des émissions comme celle d'aujourd'hui. Au revoir à tous!